Monstres géants, robots extraterrestres, savants fous mégalomanes, pendant de nombreuses années, les super-héros et les super-héroïnes de nos bandes dessinées préférées ont fait régner la justice en affrontant toutes sortes de dangers plus excentriques les uns que les autres, défendant par la même occasion l'image d'une Amérique unie contre les menaces extérieures. Mais qu'en est-il à leur retour sur Terre? Leurs combats changent-ils vraiment le monde dans lequel vivent leurs concitoyens? Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on parle comics et culture populaire, et dans l'épisode d'aujourd'hui, fini le rêve américain, on revient sur Green Lantern Green Arrow de Dennis O'Neil et Neil Adams chez DC Comics. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à iTunes en passant par Deezer, YouTube Music ou Podcast Addict. N'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. Et si vous voulez lire les bouquins recommandés dans cet épisode, vous trouverez dans la description tous les liens utiles pour vous les procurer en 2 clics chez nos amis de Comic Zone. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. Retour en 1969. À l'époque, le super-héros Green Arrow n'a pratiquement pas changé depuis sa création par Mort Feisinger et George Papp en 1941. Seul Jack Kirby a tenté de faire évoluer l'Archer d'Émeraude quelques années auparavant, mais son approche teintée de science-fiction est loin d'avoir fait l'unanimité chez DC Comics, l'éditeur se montrant très frileux à l'idée de changer une formule établie. Bien qu'apparaissant dans des périodiques comme The Brave and the Bold ou Justice League of America, Oliver Queen a donc conservé un statut très secondaire au sein de l'univers DC et n'a même pas droit à sa propre série. Profitant du fait que Green Arrow soit relativement négligé et délaissé, un duo d'auteurs va lui offrir un petit lifting avant de pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Dans The Brave and the Bold 85, en septembre 1969, le dessinateur Neil Adams relook le personnage, affublant celui-ci de sa désormais indissociable barbichette et d'un costume de Robin des Bois modernisé. Tandis que dans Justice League of America 75, en novembre de la même année, le scénariste Dennis O'Neil prive Flèche Verte de sa fortune. Un ravalement de façade et une déconfiture qui vont donner un second souffle aux justiciers de Star City. Car en février 1970, Adams et O'Neil prennent les commandes de la série consacrée à une autre figure de DC Comics, le super-héros cosmique Green Lantern. Et ils se disent que leur Green Arrow fraîchement ruiné serait le compagnon de route idéal pour apporter un peu de modernité aux péripéties très guindées de l'émissaire des gardiens d'Oa. C'est ainsi que le 76e numéro de la série anciennement titrée Green Lantern devient Green Lantern Co-starring Green Arrow, plus tard abrégé en Green Lantern Green Arrow pour les rééditions suivantes. Outre l'idée de redonner de l'intérêt à un comic book de super-héros embourbé dans une certaine routine, l'adjonction d'Oliver Queen aux aventures de Hal Jordan va permettre de jouer sur le contraste entre les personnalités de ces deux protagonistes que tout oppose. D'un côté, Green Lantern est membre d'un corps d'élite faisant régner la paix et la justice dans toute la galaxie et affrontant des menaces larger than life. Alors que Green Arrow est un héros beaucoup plus terre-à-terre, opérant dans un environnement urbain et dénué de super-pouvoirs. À ces différences très factuelles s'ajoutent des visions du monde diamétralement opposées. Oliver Queen est conscient de son statut de privilégié dans une société gangrénée par les inégalités, tandis que Hal Jordan regarde la terre d'en haut, détaché des injustices sociales auxquelles les pauvres mortels font face dans leur quotidien. Si Dennis O'Neil et Neil Adams peuvent confronter leur duo de justiciers masqués aux démons de l'Amérique des années 1970, c'est aussi parce que cette décennie marque le début d'un relâchement de la Comics Code Authority, et donc la possibilité pour les auteurs de traiter de sujets jusqu'alors tabous dans la bande dessinée américaine. Depuis la mise en place du Comics Code en 1954, il était hors de question de parler d'homosexualité, de drogue, de critiquer la religion, de représenter des monstres comme les loups-garous et les vampires, ou de mettre en avant des femmes ou des personnages non blancs. Les super-héros devaient être des hommes lisses et propres sur eux, représentant d'une morale exemplaire, quand bien même celle-ci n'existerait que dans les comic books. Mais à partir des années 1960, la société américaine évolue. Le Civil Rights Movement combat la ségrégation raciale, les associations féministes revendiquent plus de droits pour les femmes, et le fiasco de la guerre du Vietnam pousse le pays à se recentrer sur les problématiques sociétales qu'il rencontre en interne.
La bande dessinée américaine, rarement d'avant-garde mais invariablement reflet de son époque, embrasse ces différentes causes et s'en inspire pour mieux coller aux préoccupations de ses contemporains. Nourris de cette actualité bouillonnante, O'Neil et Adams vont entraîner leur héros dans un road trip social et engagé à travers les États-Unis, durant lequel les deux figures de DC Comics vont apprendre, parfois à leurs dépens, que la menace n'est pas toujours d'ordre cosmique ou surnaturel. Dès le début de leur alliance, dans Green Lantern 76, le ton est donné. Hal Jordan, défenseur de l'ordre établi et représentant d'une autorité ancestrale, vole au secours d'un riche propriétaire pris à partie par les habitants d'un immeuble vétuste menacé d'expulsion. Green Arrow l'interpelle et montre à son camarade la misère dans laquelle vivent ses locataires, majoritairement des laissés pour compte à qui personne ne vient jamais en aide, ce qui explique le fort sentiment d'inéquité qui les habite. Oliver Queen va même jusqu'à comparer le comportement de Green Lantern à celui des officiers nazis durant leur procès, dont la défense consistait à dire qu'ils ne faisaient que leur travail. Un parallèle extrêmement fort qui va pousser le redresseur de tort cosmique à se remettre en question. Au fil des épisodes, les deux héros vont faire face à différentes situations et confronter leur vision du monde. Green Arrow s'imposant comme un rebelle défenseur des opprimés et s'opposant aux injustices sociales, raciales et économiques, tandis que Green Lantern se montre beaucoup plus rigide et impartial, attaché au respect des lois et des institutions. Cette opposition entre ce qui est moral et ce qui est légal n'est pas le fruit du hasard, elle est le miroir des tensions qui opposent les conservateurs aux progressistes dans l'Amérique des 70s. Qu'il s'agisse d'ouvriers exploités par une industrie capitaliste qui les maintient dans un contexte de pauvreté permettant de mieux les manipuler, du sacrifice d'un militant écologiste aux allures christiques, ou encore de la déshumanisation d'une société où le chacun pour soi est devenu une habitude de vie, Green Lantern Green Arrow aborde frontalement des thématiques jusqu'alors inédites dans les pages des comic books. L'un des arcs les plus marquants des aventures du duo est incontestablement celui des numéros 85 et 86, dans lesquels Oliver Queen découvre que son sidekick Roy Harper, alias Speedy, est devenu accro à l'héroïne. Délaissé par son entourage et brisé par une rupture amoureuse, l'archer adolescent, membre des Teen Titans, a trouvé refuge dans la drogue. Le diptyque proposé par Dennis O'Neil et Neil Adams s'avère extrêmement frappant pour une grande partie du lectorat, car il démolit l'image du faire-valoir telle qu'elle est établie dans les comics depuis 3 décennies. Fini les adolescents sages et sans aspérité qui affrontent les pires menaces le sourire aux lèvres. Roy Harper est en souffrance et son passé de justicier costumé ne l'aide pas dans cette épreuve. Il est également intéressant de noter que la réaction de Green Arrow vis-à-vis de cette révélation de l'addiction de Speedy est symptomatique de la façon dont les personnes dépendantes sont culpabilisées, voire criminalisées, sans que la source de leur mal-être ne soit jamais questionnée. Cette aventure de Green Arrow et Green Lantern est en partie rendue possible par la publication, quelques mois plus tôt, des numéros 96 à 98 de The Amazing Spider-Man par Marvel Comics. Dans ces épisodes signés Stan Lee, Gil Kane, John Romita et Frank Giacoia, le tisseur affronte le bouffon vert, mais il doit surtout gérer un jeune homme en plein bad trip qui menace de sauter d'un immeuble et la dépendance aux médicaments de son ami Harry Osborn qui va frôler l'overdose. Premier comic book mainstream publié sans l'approbation de la Comics Code Authority, The Amazing Spider-Man 96 est le fruit d'une demande du département de la santé du gouvernement américain à Marvel Comics, consistant à diffuser un message de prévention anti-drogue dans l'un de ses titres phares. Mais à cette époque, le Comics Code interdit encore formellement la représentation des produits stupéfiants, même si celle-ci est ouvertement négative et réalisée dans le but de décourager la jeunesse d'y avoir recours. Le sceau d'approbation du code est donc refusé à la revue, jugé non conforme aux règles en vigueur. Stan Lee, persuadé de la qualité de son histoire et du bien fondé de son message, décide de publier quand même cette aventure de l'homme araignée, sans apposer le symbole de la Comics Code Authority sur la couverture. Spider-Man oblige, l'absence du logo ne change rien au succès commercial rencontré par le numéro, et cette mésaventure éditoriale participera même à motiver une révision du Comics Code. Ce fameux relâchement dont je vous parlais un peu plus tôt, et grâce auquel le calvaire de Speedy pourra être montré sans craindre une quelconque censure. Pour revenir à Green Lantern Green Arrow, les qualités intrinsèques de la série n'en font pas pour autant un incroyable succès commercial. La publication du fascicule cesse définitivement en février 1972 avec le 89e numéro, et la fin des aventures du duo est publiée dans The Flash à partir du numéro 217 en septembre 1972. Green Lantern rejoint ensuite le sommaire du périodique en solo, tandis que son camarade Oliver Queen est mis de côté pour un moment. À l'automne 1976, Green Lantern Green Arrow renaît de ses cendres avec la parution du numéro 90.
La série est toujours écrite par Dennis O'Neil, mais elle est désormais illustrée par Mike Grell. Dans cette nouvelle mouture, le clivage entre les deux héros est moins marqué. Les intrigues se concentrent sur des thématiques beaucoup moins sociales, revenant à des récits fantastiques ou de science-fiction plus extravagants. Même si ces épisodes ont une importance moindre en comparaison des premiers, leur lecture reste toujours intéressante de nos jours, notamment parce que Mike Grell est un excellent illustrateur. Ce dernier prendra d'ailleurs les commandes des aventures de l'Archer-Vert dans sa propre série à partir de 1988, avec une saga qui reste l'une des plus marquantes pour le personnage, The Longbow Hunters. Le numéro 122, en 1979, est le dernier à porter le titre de Green Lantern Green Arrow. À partir du 123, un Hal Jordan jeune marié reprend les rênes de sa série et congédie poliment son associé au carquois pour retourner vivre de grandes aventures cosmiques. Les deux héros et leurs successeurs respectifs feront de nouveau équipe à quelques rares occasions en souvenir du bon vieux temps dans les années 1990, puis pour un numéro spécial en 2024. Mais leur relation n'a finalement été que très peu exploitée par la suite en comparaison du poids qu'a pu avoir le run initial. Classique parmi les classiques, Green Lantern Green Arrow est un monument de l'histoire de la bande dessinée américaine. Véritable révolution pour un médium qui s'était, en ce temps-là, largement détaché de la réalité. L'univers de la série, porté par le style visuel de Neal Adams, a conservé une intensité dont l'efficacité ne se dément pas avec le temps. Son trait précis et sa tendance à s'approcher du réalisme, avec des personnages iconiques très expressifs, et son découpage cinématographique, avec des cadrages et des compositions qui insistent sur l'opposition entre les héros et sur leur positionnement dans ce monde imparfait, renforce l'impact dramatique des scénarios de Dennis O'Neil. Cette saga fait partie des incontournables qui ont initié ce que l'on appelle l'âge de bronze. Une période qui matérialise la prise en compte des différentes problématiques sociales par les scénaristes et les dessinateurs, et durant laquelle les histoires de super-héros cristallisent les craintes et les travers du peuple américain, confronté à ses propres démons, drogue, racisme ou discrimination. Un tournant plus mature, qui a influencé plusieurs générations d'artistes, et dont l'héritage impressionnant se retrouve encore dans de nombreuses œuvres actuellement. Presque 50 ans plus tard, il est à la fois triste et sidérant de constater que le message de ce comic book est toujours d'actualité. Capitalisme débridé, pauvreté organisée, ségrégation banalisée, incapacité des institutions traditionnelles à venir en aide aux plus vulnérables, répercussions de l'activité humaine sur l'environnement, autant de sujets brûlants dans les années 1970 qui restent aujourd'hui à l'origine ou au centre de débats parfois agités. C'est d'ailleurs une parfaite démonstration que la bande dessinée ne peut pas être réduite à une simple distraction, détachée des sujets politiques et sociaux du monde dans lequel elle est produite. Soit par la censure ou l'autocensure qui lui est appliquée, et qui en dit souvent long sur les mœurs de son époque, soit parce que, comme ici, elle traite directement de ces sujets pour pousser les lecteurs et les lectrices à se questionner sur le fonctionnement et sur les dysfonctionnements du milieu dans lequel nous vivons. Avec Green Lantern Green Arrow, Dennis O'Neil et Neal Adams ont tout simplement redéfini ce qui était possible dans les comics et réalisé un instantané de l'atmosphère explosive qui régnait aux États-Unis durant cette décennie. Indispensable tant pour son fond que pour sa forme, c'est une lecture essentielle pour les amateurs et les amatrices de super-héros, mais aussi pour quiconque se passionne pour l'évolution du 9e art et pour le rapport qu'entretient la pop culture avec les défis sociaux, politiques et moraux depuis toujours. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack et évidemment jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.